BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et c'est parti, on vous emmène aussi sur le marché immobilier comme chaque jour. Toutes les clés pour investir et les nouvelles tendances avec Cécile Roclor pour Empruntis qui vient de nous rejoindre. On va parler des taux d'intérêt immobiliers. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bon, évidemment, tous les emprunteurs, tous les acquéreurs, surtout tous ceux qui souhaitent acheter une résidence, qu'elle soit leur résidence principale ou leur résidence secondaire, se demandent comment les taux évoluent. Est-ce qu'ils continuent de monter là, les taux d'emprunt en ce début ou cette mi-février ? Alors, il se passe plein de choses sur les taux. Clairement, sur les taux mini, donc ceux qui sont encore accordés au meilleur profil, il y a une légère remontée encore au mois de février. Elle avait été plus tardive que sur les taux moyens, c'est-à-dire ceux qui concernent le grand public. Mais là, ça y est, elles ont embrayé puisqu'on est aujourd'hui sur 20 ans à 1,20 au minimum dans les barèmes des banques. Et pour les taux moyens, on reste stable à 1,65. Ça reste toujours des conditions idéales, mais clairement, le mouvement aussi qui avait commencé en décembre se confirme, même si c'est pas pareil partout et si on voit bien qu'il y a des politiques très différentes en fonction des banques. En fonction des banques, en fonction des villes et des régions aussi, voilà, il y a des endroits, il y a peut-être des clés que vous pouvez nous apporter pour trouver des taux un peu plus bas que la moyenne ? Alors clairement, faire le tour des banques par ses propres moyens ou avec l'aide d'un intermédiaire, c'est vraiment la clé aujourd'hui, parce qu'en fonction des régions, on va avoir soit des mouvements très à la hausse, soit des mouvements très à la baisse. Sur ce mois-ci, on note qu'on va plutôt trouver un grand nombre de baisses dans le nord ou dans l'ouest, alors qu'on va trouver un grand nombre de hausses en Méditerranée, et pour autant, la Méditerranée est encore la région qui offre les meilleurs taux en France aujourd'hui. Donc on voit vraiment que ce sont les banques régionales qui font le match en ce moment, qui tirent sur les taux, alors qu'on a plutôt un mouvement haussier sur les banques nationales. Donc il y a vraiment une vraie concurrence et il faut vraiment faire le tour des banques pour savoir où on peut se financer au meilleur coût. D'accord, et vous nous dites là où les taux progressent le plus, c'est sur les bords de la Méditerranée, mais ils partaient plus bas qu'ailleurs en fait. Exactement. On a vraiment des situations qui sont très différentes. Il y a encore 2 mois, on se serait parlé, je vous aurais dit que globalement, les taux mini étaient à peu près les mêmes partout. Là, on arrive à avoir 10 centimes d'écart entre les régions et entre les banques, c'est encore plus notable puisqu'il y en a qui sont très agressifs dès ce début d'année et d'autres qui sont un peu engorgés avec le flux, donc qui calment le jeu. Et parallèlement, vous nous disiez, c'est intéressant, les taux, même s'ils progressent à l'échelle nationale encore en ce début février, les taux ont tendance à reculer dans le nord et dans l'ouest de la France. Ils reculent dans ces régions-là parce qu'ils étaient plus hauts qu'ailleurs ? Oui, ils étaient plus hauts qu'ailleurs, où ils avaient subi une plus forte remontée sur la fin de l'année. Et on voit effectivement des banques qui se repositionnent et qui essayent de tirer. Donc attention, ça reste des barèmes de banque. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est la négociation qui prime. C'est les contreparties que vous allez offrir aux banquiers qui vont faire baisser le taux. Pour vous, est-ce que globalement, quand même, d'un point de vue national, vous pensez que la hausse des taux qu'on vit depuis quelques mois maintenant, cette hausse est partie pour se prolonger encore ? Alors on est plutôt dans un mouvement haussier aujourd'hui. Les banques ont besoin de reconstituer des marges, elles le disent assez franchement, et les nouvelles lois en matière d'assurance emprunteur vont jouer aussi le jeu de l'augmentation des taux de crédit. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai, à partir de maintenant, on peut résilier son assurance emprunteur tous les ans. Du coup, les banques vont perdre des marges sur l'assurance emprunteur, elles vont vouloir les récupérer en augmentant les taux de crédit immobilier. En tout cas, c'est une vraie opportunité pour elles d'essayer de ne pas perdre sur tous les tableaux, surtout qu'on n'aura pas de résultat tout de suite de la possibilité de déléguer son assurance, de changer d'assurance emprunteur tous les ans, puisque ça rentre en vigueur pour les nouveaux contrats au mois de mars, qu'on va avoir la loi Hamon pendant 12 mois et qu'ensuite on rentrera dans le cadre à date anniversaire, donc on a un peu de marge devant nous, mais effectivement ça peut être une tendance. Ça va aussi rénover beaucoup le secteur de l'assurance emprunteur, puisque les banques vont avoir envie de moderniser leurs contrats, ça avait été déjà l'effet de la loi Hamon, mais ça peut avoir un impact sur le coût du crédit, donc on est plutôt sur un mouvement haussier, même si on a toujours des effets de saisonnalité, en général au printemps, les banques sont un petit peu plus agressives parce que c'est le bon moment pour acheter un logement, surtout quand on est en famille et qu'on veut emménager pour septembre. Donc il y a peut-être une fenêtre dans le timing, une fenêtre à venir au printemps quand même si les taux vont continuer de monter, peut-être qu'au printemps ce sera plus léger, on va dire. Ça pourra en tout cas atténuer un petit peu la hausse qu'on a vécue sur les 3 derniers mois. Après, ce qui sera intéressant de regarder, c'est sur quel profil les banques vont faire ces efforts. Est-ce qu'elles vont encore aller chercher des CSP+, ce qu'on appelle des profils premium, qui offrent beaucoup de garanties et peu de risques, et beaucoup de contreparties intéressantes, ou est-ce qu'elles vont ouvrir vraiment le champ comme elles l'ont fait en 2016 sur l'ensemble des ménages, y compris les modestes. Et qu'est-ce que vous anticipez là-dessus ? Vous pensez qu'elles vont continuer justement d'élargir les dossiers auxquels elles acceptent de prêter de l'argent, ou est-ce qu'au contraire elles vont devenir un peu plus restrictives et plus exigeantes sur la qualité des dossiers ? Elles sont un petit peu plus sélectives en ce début d'année, mais c'est parce qu'elles ont un flux très important, parce qu'elles ont fait une fin d'année extraordinaire, et quoi qu'on en dise, les dossiers rentrés en fin d'année, c'est la production du premier trimestre, donc pour l'instant elles sont plutôt en bonne situation, donc elles sont regardantes. Pour autant, on trouve aujourd'hui encore des financements à 110% pour les ménages modestes, mais c'est toujours sur ces ménages-là que ça se retire un petit peu, que l'offre se restreint un petit peu avant les profils premium, donc c'est l'opportunité
opportunité aujourd'hui pour eux. Bon, pour ceux qui souhaitent renégocier leur taux de crédit, il faut se dépêcher là, parce que vous nous le dites, les taux vont continuer de monter. Il faut vraiment se dépêcher pour vous, il y a urgence, oui? Clairement, là, pour le coup, comme les banques ont beaucoup de flux et qu'elles traitent l'acquisition en premier, votre dossier ne sera pas prioritaire. Et c'est classique, pour les banques, c'est d'abord l'acquisition qui est traitée à cause des dates de signature. Donc vous avez plutôt intérêt à déposer votre dossier vite. Et effectivement, comme les taux montent, quelques centimes jouent peu sur une acquisition, mais elles jouent beaucoup sur une renégociation parce que le manque à gagner peut être suffisamment important pour que la négociation ne vaille plus le coup. C'est-à-dire que quelques centimes de renégociation, ça permet de changer réellement, de façon importante, puissante, la masse d'argent qu'on va devoir rembourser à la banque? Oui, parce que sur des dossiers qui sont en fin de première période de remboursement du premier tiers ou qui avaient un capital restendu, c'est-à-dire un montant emprunté plus faible à rembourser, ça va jouer à quelques centimes, donc il ne faut surtout pas laisser passer le coche. Pour quelques centimes, on peut récupérer des dizaines de milliers d'euros, c'est ça? Oui, alors quand vous êtes sur des écarts type 0,70 points à 1 point, oui, ça peut se monter par dizaines de milliers d'euros, tout à fait. Bon, ça va vite. Donc on résume, les taux globalement devraient continuer de progresser, même si au printemps, une fenêtre, comme chaque année, pourrait se manifester, donc peut-être une fenêtre à venir. Et puis du côté des régions, vous le disiez, même si les taux globalement progressent, il y a des régions où ils ont tendance plutôt à se calmer, voire à reculer, comme par exemple sur les bords de la Méditerranée. Oui. Petite question quand même. Quelles sont les clés, les astuces pour essayer dans la négociation d'obtenir le taux le plus bas possible? Il faut, alors bien sûr, il faut présenter le meilleur dossier, ça on l'a compris, mais il faut par exemple aussi demander à la banque que pour l'achat d'un bien, elle nous propose plusieurs durées de prêt. Ça peut par exemple permettre de lisser et d'obtenir un meilleur taux qu'un seul prêt sur une durée. Ça peut effectivement être un très bon conseil. Si vous prenez 2 prêts au lieu d'un pour même montant de financement, vous allez pouvoir sur une partie du capital emprunté réduire la durée et du coup réduire le coût global de votre financement. Toutes les banques ne pratiquent pas ce qu'on appelle les prêts multilignes pour le coup, donc il va falloir trouver celles qui seront prêtes à vous faire ce type d'opération qui est un petit peu plus compliqué à monter et un peu plus technique. Mais pour le coup, ça peut être un bon levier. Le vrai levier aujourd'hui, malgré tout, ça reste les contreparties. Arriver avec une idée claire de ce que vous êtes prêt à consentir au banquier et à mettre dans la balance, l'assurance auto, l'assurance maison, des produits d'épargne pour soi ou pour les enfants, tout ce que vous allez pouvoir mettre dans la négociation et qui va pouvoir faire infléchir le banquier sur le taux qu'il vous propose. Et quel est l'intérêt de passer par un courtier ? Est-ce que ça coûte quand même de l'argent de passer par un courtier? Alors, c'est pas forcément payant parce qu'il y a différents types de prestations. Pour le coup, vous pouvez avoir un accompagnement à distance qui sera gratuit, rémunéré que par la banque, ou un accompagnement global en agence et qui sera effectivement payant. Mais ça va vous éviter de faire les tours des banques par vous-même. Donc, c'est plutôt un gain de temps et c'est aussi l'assurance d'avoir mis en compétition les banques les plus importantes de votre secteur pour être sûr de trouver les meilleures conditions. Chaque banque a ses barèmes, chaque banque a ses grilles de revenus et donc chaque banque a ses taux. Et puis parce que le courtier, lorsqu'il voit votre profil, il sait d'ores et déjà à quelle banque il va falloir s'adresser et à quelle banque c'est même pas la peine d'adresser votre dossier, non? Alors, il a plutôt une bonne connaissance. Il va en général faire quand même le tour parce qu'il peut y avoir des subtilités, mais sa grande force, c'est de savoir négocier. Donc, de savoir vers quelle banque tenter la négociation et avec quelle arme négocier, puisque c'est le vendeur de votre dossier, c'est un peu votre ambassadeur. C'est lui qui va trouver les choses à mettre en avant pour arriver à pousser la négo dans le sens du client. Et justement, quels sont les profils des clients qui passent par un courtier? Parce que c'est vrai, on voit les transactions se multiplier depuis maintenant plusieurs mois, près de 2 ans d'ailleurs. On voit beaucoup plus de primo-accédants que par le passé. Est-ce que ces primo-accédants, est-ce que éventuellement ceux-mêmes qui présentent un dossier très moyen osent passer par un courtier, ou ça reste quand même des profils premium qui s'offrent un courtier? Non, ça c'est vraiment généralisé. Vous avez raison, Guillaume. Autant au départ, on était plutôt sur des profils d'urbain CSP+, qui avaient envie de se délester de cette tâche de faire le tour des banques pendant les heures de travail. Aujourd'hui, on a aussi des dossiers plus tendus, des dossiers en CDD, des personnes pour lesquelles c'est plus difficile ou qui n'ont pas autant de sécurité à apporter à la banque et qui veulent justement un négociateur pour les aider. Bon, la meilleure solution quand même pour trouver le taux le plus bas, ce serait de voir les prix continuer de progresser. Plus les prix de l'immobilier vont monter, plus les taux auront peu de chances de continuer de progresser. On pourrait espérer que quand même la contrepartie de la hausse des prix soit une moindre hausse des taux? Alors logiquement oui, mais sauf qu'on sort de 3 ans de baisse des taux et qu'aujourd'hui il y a des enjeux importants pour les banques. Donc il faudrait plutôt espérer que la hausse des prix soit extrêmement contenue, voire qu'on ait une stabilisation pour que justement le pouvoir d'achat ne baisse pas trop. Si on prend 50 centimes de taux de crédit et qu'on a des prix stables, on perd quand même un certain nombre d'emprunteurs sur le marché, des ménages modestes qui ne pourront plus acquérir.
Et on la voit, cette hausse de prix, elle est spectaculaire, hein, plus 5% attendu à l'échelle nationale par les courtiers en avant-contrat sur le mois de février. C'est quand même énorme. Alors après, c'est très hétérogène. On va retrouver là-dedans évidemment beaucoup de grandes métropoles, mais il faut vraiment qu'on ait un impact sur les prix pour arriver à juguler et à garder du pouvoir d'achat. Voilà, les taux montent, ce serait bien que les prix progressent un peu moins du coup. Voilà, clairement. Vous le voyez de ce côté-là. Merci beaucoup Cécile Roclor pour Merci Empruntis, régulièrement avec nous. À bientôt. Merci.